Petite ville au charme indéniable, Wissembourg vous séduira par ses quartiers typiques, ses belles maisons à colombages et ses monuments historiques. C'est ici que nous retrouvons Delphine. Cette jeune Alsacienne dynamique sera votre guide jusqu'à la fin de ce voyage. J'ai envie de vous parler aujourd'hui des Vosges du Nord. C'est l'endroit où je suis née, où j'ai grandi. J'adore la culture, j'adore les maisons colorées. J'aime bien le fait qu'on puisse passer d'un centre-ville typique à la forêt. J'aime bien les gens, ils sont super chaleureux, super festifs et ça me plaît. À Wissembourg, il existe un monument que Delphine affectionne tout particulièrement, l'abbatiale Saint-Pierre et Paul. Fondé au 7e siècle, c'est le deuxième plus grand édifice gothique d'Alsace, après la cathédrale de Strasbourg. Si Delphine a choisi de nous y emmener, c'est parce que cette abbatiale abrite depuis plus de 300 ans l'un des plus beaux trésors d'Alsace. Un orgue spectaculaire classé aux monuments historiques. Quentin ? Oui. Salut Delphine. Tu vas bien découvrir cette grande bête. Alors tu fais le tour par la droite et tu montes le petit escalier qui est en bas sous la tribune. J'arrive. Quentin est facteur d'orgues, c'est-à-dire qu'il les fabrique, les entretient et les répare. Aujourd'hui, il bichonne cet instrument auquel il voue une véritable passion. Salut Quentin. Salut Delphine. Dis donc, c'est physique pour venir te voir là. Ces beaux escaliers, tu disais. Ouais. Tu n'es jamais venu ici alors? Ah non, jamais, c'est la première fois. C'est extraordinaire. Hein, Ah oui, franchement, c'est impressionnant. Hein. Alors dis-moi, ça fait combien de temps qu'il est là, cet orgue? Eh bien, écoute, il a été, dans l'état actuel, construit en 1766, mais il a été construit en fait sur une période de 18 ans, où il y a eu d'abord un premier facteur qui était un Allemand, et puis ensuite, ils ont fait appel à un autre facteur d'orgue pour le terminer, qui s'avérait être complètement fou. Et c'est lui qui a fait ces claviers incroyables qui sont tout marquetés, tu vois, d'ivoire, avec des petites fleurs sur chaque dos. Et tu vois, c'est des marqueteries d'ivoire et d'ébène. Ça, c'est quelque chose de tout à fait unique. On l'a vu nulle part ailleurs. C'est quelque chose de remarquable. En plus, c'est doré à la feuille. Donc là, tu vois que les touches extérieures, elles ne sont pas usées. Alors qu'au milieu, où on joue beaucoup plus, c'est usé. C'est vrai. Et ça, c'est les pouces qui usent devant, parce qu'on joue le pouce devant. Oui. Ça veut dire que ça a été joué des heures et des heures, qui ont fait que l'ébène, qui est pourtant un bois très dur, a été creusé. D'accord. Cet orgue est un chef-d'œuvre d'architecture et d'ébénisterie. Grâce à ses innombrables tuyaux, vous allez voir que cet instrument à vent possède une richesse sonore exceptionnelle. Dis-moi, on compte combien de tuyaux sur cet orgue? Alors j'avoue que je ne connais pas par cœur le chiffre, mais presque 3000, parce que c'est un instrument quand même très important. 3000? Presque 3000 tuyaux. On ne les voit pas tous, là. Non, alors ici, ce qui sont en façade, c'est une toute petite partie qu'on appelle les jeux de montres. Tu vois, c'est écrit la montre, parce qu'ils sont montrés. D'accord. Et il y a le plus grand tuyau de l'orgue que je peux te faire marcher. On va l'entendre, c'est le Fa, là. Ça, c'est un tuyau qui a un diamètre de plus de 20 cm, qui est énorme. Et puis, ça va de ce plus gros tuyau, mais il y en a même des plus grands en bois, à des petits tuyaux qui sont grands comme ça. Et là, je vais te faire écouter un tout petit tuyau. L'autre, c'était presque des infrasons, et puis le petit que je viens de te faire entendre, c'est presque des ultrasons. D'accord. Alors, tu peux essayer, tu vois. Ah bah oui, avec plaisir. Par exemple, je te propose, je te mets la montre, et puis après, tu verras, vas-y, joue. Oui. C'est au clavier du grand orgue, on appelle ça. Puis maintenant, rajoute-toi le nasard ou le bourdon. Nasard, allez. Nasard, tu vas voir que c'est une autre sonorité. Ah oui. Ah, c'est pas pareil, hein? Non, et puis tu peux te rajouter la montre de 16 tout en haut, et là, tu vas voir que boum, ça va devenir beaucoup plus grave. Et je range celui-là? Oui, tu peux le laisser, peu importe. Hein, tu vois, tout de suite, on entend. Là, tu vois, tu viens de toucher des claviers que Mozart a pu toucher quand il est venu en Alsace, parce qu'ils existaient déjà. Ça fait... Eh ben, quel honneur. On raconte que Mozart nourrissait une véritable passion pour l'orgue, qu'il appelait d'ailleurs « roi des instruments ». Direction à présent les coulisses, car derrière cette imposante façade se cache une quantité d'autres tuyaux, un lieu normalement interdit au public, que Quentin va exceptionnellement nous montrer. Là, tu es une privilégiée, parce que normalement, c'est strictement réservé aux facteurs d'orgue. Il ne faut pas avoir le vertige ici. Non, il ne faut pas avoir le vertige. Voilà, donc là, on arrive dans l'orgue. En bas, ici, tu as les claviers. Oui. Et puis ça, c'est les tuyaux qui se jouent avec les pieds. D'accord.
D'accord. On dit la pédale. Donc c'est plutôt des grands tuyaux, des graves. Puis tu vois, je vais t'ouvrir le grand orgue. C'est le deuxième clavier. Ça s'appelle des portes-guillotines. Tu vois, il y a des coins du 18e qui permettent de le bloquer. Donc, je le mets dans le trou, là. Il ne faut pas le perdre, alors. Il ne faut pas le perdre, et puis il ne faut pas lâcher d'un coup, parce que sinon ça casse tout. Il ne faudrait pas que le coin lâche quand on a la tête dedans. Et voilà, et là j'ai accès à toute la tuyauterie du grand orgue. Et tu vois, là, il y a des milliers de tuyaux, là. Et tu vois, ici, c'est un tuyau d'anche. Je tapote sur la petite rasette, là, qui dépasse, et ça fait varier la longueur vibrante. Plus c'est long, plus c'est grave, plus c'est petit, plus c'est aigu, comme les tuyaux. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai repéré une note. Le do du milieu qui est faux. Est-ce que tu accepterais de me le tenir pour que je puisse accorder cette note? Donc c'est celui qui est au milieu. Hein. Oui. Ok, tu peux appuyer sur le do du milieu. Encore un petit peu. Le travail d'accordage est terminé, il ne reste plus qu'à écouter ce que ça donne. Et donc là, on a accordé donc les anches et il faut tirer tout ce qui s'appelle trompette, bombarde, clairon. Donc là-bas, tu peux tirer. Ça, c'est une couleur tout à fait emblématique de l'orgue français, et surtout de cet orgue, parce qu'en fait, c'est le seul grand orgue en Alsace qui est d'esthétique française. Et on trouve encore beaucoup d'orgues dans toutes les églises en Alsace? Ah oui, on en trouve énormément. L'Alsace a une histoire très particulière avec l'orgue. Il y a des orgues dans toutes les églises, ou presque, et celui-ci est évidemment un des chefs-d'œuvre du patrimoine alsacien. Donc je vous recommande de venir écouter ici la messe et les concerts. Parmi les 1200 orgues recensés en Alsace, celui de l'abbatiale Saint-Pierre-et-Paul est certainement l'un des plus beaux et des plus imposants. Pour la plus grande fierté des Wissembourgeois, cela va de soi. Notre voyage touche à sa fin. Pour cette ultime étape, nous avons choisi de vous emmener à 100 km de Wissembourg, en plein cœur du parc naturel des Vosges du Nord. Vous ne le saviez peut-être pas, mais le Bas-Rhin est le département qui compte le plus de châteaux forts médiévaux, pour la plupart à l'état de ruine. Parmi eux, subsiste le château du Schöneck. Perdu au beau milieu de la forêt, perché à 380 mètres d'altitude, c'est l'un des plus beaux vestiges des Vosges du Nord. Jacques est maître tailleur de pierre. Depuis 16 ans, il est à la tête d'une association de bénévoles qui travaille activement à la restauration du château. Eh ben, je t'emmène au premier endroit qui est assez caractéristique du château et de nos travaux, Oui. puisque quand on est arrivé, tout ça était complètement sous terre. Il a fallu plusieurs années, Ouais. 4 ou 5 ans pour déjà un peu retrouver, dégager la base des murs, Oui. pour ensuite entreprendre les travaux de consolidation. Comment ça se fait alors que tout ce château, toutes ces pierres étaient ensevelies? Eh bien, en fait, il a été habité pendant plus de 500 ou 600 ans. Ouais. Et il a été détruit en 1680 par les troupes de Louis XIV. D'accord. Et depuis ce jour-là, rien n'a été bougé jusqu'à ce qu'on arrive en 99, quoi, vers les années 2000. Après le dynamitage opéré par les soldats du roi, les pierres éparpillées sont en grande partie restées sur le site, sans être réutilisées par les populations avoisinantes. Ça représente un sacré travail, j'imagine. Ouais, c'est un travail de fou, hein, c'est des gros passionnés. Alors on est Chaque là assez week-end, souvent, on est à tous été les comme week-ends. hiver, les membres de l'association tentent de reconstituer le puzzle géant de cette ancienne forteresse troglodyte. Pour t'expliquer un peu la manière dont on travaille, toutes ces pierres qui sont là proviennent des différents bâtiments qui étaient là. Et ça nous permet de bien comprendre la structure des bâtiments et de réemployer les pierres à leur juste place. Si jamais les pierres n'ont pas la bonne taille, comment on fait? On peut les tourner, les retourner? Ouais, alors théoriquement, elles sont plutôt bien ajustées. C'est vrai que parfois, il faut compléter un endroit. Donc là, effectivement, on taille un peu l'un ou l'autre bloc pour ajuster bien précisément, quoi. D'accord. Hé Jacques, j'ai une pierre à tailler. Eh, vas-y, envoie. On va faire travailler Delphine un peu. Il y a une place là. Ok, alors qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus? Il faudrait raccourcir, oui. Enlever le coin là pour qu'elle soit bien posée en quinconce sur les deux pierres qui sont en dessous. Ah, ok. Alors, je t'explique. Oui. Simple. On va essayer de D'accord. faire sauter le morceau qui est en trop, quoi. Voilà, donc comme ça, tu peux voir un peu la dureté de ce grès. Ça résiste quand même. Ouais. Voilà. Bien. Ah ouais. En
complément de ces travaux de consolidation, les bénévoles entreprennent régulièrement sur le site des fouilles archéologiques. Encadrées par des professionnels, elles leur permettent une meilleure compréhension du lieu. Comme le château a été détruit, ils n'ont pas déménagé, on va dire, le gros des objets avant de tout faire sauter. Ouais. Et on retrouve pas mal de belles choses, quoi. D'accord. Donc par exemple, ça c'est de la vaisselle très courante, une jatte pour transporter de l'eau, du lait. Ouais. Voilà, tu peux sous-peser, tu vois, c'est de la poterie très finement tournée, quoi. Ouais, De nos ouais. jours, on fait difficilement du travail aussi fin. Donc voilà, ça c'est après restitution, recollage de tous les fragments de tessons, quoi. Ouais, c'est super. Voilà. Premier petit objet. Et tu as d'autres choses? Ouais, tu vois, alors pour l'anecdote, un petit objet vraiment très original. Ce petit moule à Lemele, quoi, à l'agneau pascal. Oui. Et celui-ci, on l'a trouvé il y a déjà pas mal d'années. D'accord. Et c'est donc le plus ancien moule qu'on ait trouvé en Alsace jusqu'à présent. Alors c'est marrant parce que moi je me souviens quand j'étais petite, je faisais exactement les mêmes biscuits avec ma grand-mère pour Pâques. Et après on les disposait sur la table pour embellir la table Ouais, tout à fait. du repas de Pâques. C'est une tradition encore très vivante aujourd'hui, quoi, l'agneau de Pâques. Et en fait, c'est une tradition qui remonte visiblement à bien loin en arrière, quoi, puisque ce moule-là, il a 500 ans. Bien loin d'être terminées, ces fouilles archéologiques dévoilent petit à petit le quotidien des hommes qui vivaient là au XVIIe siècle. Si vous aussi vous aimez fouiller, construire, maçonner ou même cuisiner, les bénévoles seront ravis de vous accueillir au sein de leur équipe. Vous pourrez peut-être vous aussi apporter votre pierre à l'édifice et participer à la valorisation du patrimoine castral du Bas-Rhin.